Très chers téléspectateurs de Nyota Télévision, vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs comme vous avez pris l'habitude chaque mardi à partir de 21h30 de suivre ces magazines sociopolitiques Expression libre. Pour ce soir, nous sommes là pour un nouveau numéro et nous recevons un invité spécial. Il s'appelle l'honorable Gratien de Saint-Nicolas Irachan. Il est élu de la province de l'Ituri, précisément de la ville de Bunia, c'est le chef-lieu de la province. Vous le savez, la province de l'Ituri, c'est la province où il y a l'état de siège ici en République démocratique du Congo, mais également la province du Nord Kivu. Et depuis que le président de la République a lancé l'état de siège, ça fait pratiquement 3 mois. C'était depuis le 6 mai 2021 que le président de la République avait décrété l'état de siège dans les 2 provinces de la République démocratique du Congo dans l'objectif de mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la République. Ensemble avec l'honorable Gratien de Saint-Nicolas, nous allons essayer de parler sur cette situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Honorable, bienvenue. Merci. Ok, honorable, aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tantôt, que ça fait 3 mois depuis qu'on a lancé l'état de siège en République démocratique du Congo. Déjà, à ce niveau, comment est-ce que vous évaluez l'état de siège pour le moment? Bon, en 3 mois, c'est vraiment un résultat totalement négatif parce que nous avons essayé de faire une étude comparative et nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à mourir. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent et quand on voit même l'environnement actuel, on trouve qu'il y a beaucoup de villages qui sont abandonnés. Il y a beaucoup de barrières illégales qui sont érigées où parfois vous trouvez des miliciens en train de percevoir l'argent ensemble avec certains de nos éléments des forces armées ou comme des policiers. Et donc on a trouvé que le bilan est totalement négatif. Et il fallait vraiment qu'on trouve une solution pour qu'on n'aille pas au-delà. Quand vous faites une étude comparative au niveau de la population, vous trouvez qu'au départ, on ne pouvait pas atteindre, en un mois, on ne pouvait pas atteindre 100 morts en Ituri. Mais aujourd'hui, quand vous cumulez les bilans de l'Ituri avec le Nord Kivu, avec 3 mois, on est à plus de 500 morts. Et pourtant, on avait déjà descendu, on n'était plus à ces chiffres-là. Avec l'état de siège, pour le cas de l'Ituri, nous avions 27 barrières qui étaient érigées, même si c'était illégal. Mais nous sommes partis, nous sommes allés jusqu'à 189 barrières. En Ituri, la population déplacée était d'environ 1 million, parce que l'Ituri, pour le moment, c'est la province où il y a beaucoup de déplacements internes comme externes. Mais avec l'état de siège, nous avoisinons aujourd'hui 2 millions de personnes déplacées. Alors, quand vous voyez avec tout ce qui se passe, sans compter plus de 30 villages qui sont détruits, sans compter en Ituri et avec le Nord Kivu, on avait presque 5 axes prioritaires de routes où il y avait des commerçants qui fréquentaient. Mais aujourd'hui, pour l'Ituri, il n'y a qu'un seul axe routier, la RN 27, qui est opérationnel, malgré les dangers qu'on peut aussi retrouver sur la route. Et nous avons beaucoup d'axes routiers comme RN 44, RN 4, qui sont fermés momentanément, où on ne peut plus passer normalement, parce qu'il y a des incursions de groupes armés partout. Et donc on a pensé qu'il y a un problème avec l'état de siège et qu'il y avait vraiment nécessité que nous puissions quand même évaluer et voir qu'est-ce qui ne marchait pas. Comment pouvoir aider nos forces armées à pouvoir faire un travail qui est encore meilleur que ceux qui sont en train de faire sur le terrain. C'est en ces termes que nous avons travaillé pour bousculer l'Assemblée nationale à pouvoir commencer avec ces séances d'évaluation. Honorable, vous êtes en train de dresser un tableau sombre, un fiasco de l'état de siège. Mais que pouvez-vous dire lorsque l'armée nous présente parfois un bilan positif et ils pensent qu'il y a moins de morts par rapport avant l'état de siège? Bon, je ne fais que respecter
le bilan de l'armée. Je ne vais pas faire des commentaires. Ils ont leur façon de pouvoir faire ces bilans-là. Mais moi, je vois le bilan des organisations de la société civile. Je vois le bilan que nous avons en tant qu'élus parce que nous sommes en contact direct avec la base. Et je vois les bilans des sources religieuses. Donc, je respecte les bilans de l'armée, mais moi je vois ce qui est sur le terrain. Et aujourd'hui, il est vrai, quand vous allez dans les deux provinces, Nord Kivu comme Ituri, sur 20 personnes que vous pouvez questionner, en tout cas 18 vous diront facilement que l'état de siège, c'est un échec. Dans la province de l'Ituri, nous avons au moins 8 millions d'habitants. Au Nord Kivu, ils peuvent être à 9 millions ou 10 millions. Vous n'allez pas me dire qu'on peut manipuler plus de 15 millions d'habitants pour imposer un bilan négatif quand le bilan est positif sur le terrain. Quand la population de cette contrée pense que le bilan est négatif et donne des chiffres, ce n'est que normal que nous aussi nous puissions nous atteler, donc nous baser de ces chiffres-là pour pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont décédés, vous avez vu des photos qui circulent dans les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a des déplacements massifs, c'est vrai que les axes routiers sont bloqués, c'est vrai aujourd'hui qu'il y a des villages qui sont détruits. Donc vous n'allez pas nous dire le contraire, parce que si vous allez sur le terrain, c'est une situation qui est tout autre que ce qui est évoqué par nos forces de sécurité. Bien sûr, ils ont leur politique pour avancer les chiffres, mais moi je respecte la population en tant qu'élu. Et tout ce qu'on peut habiller comme motif ou comme argument qu'on peut donner pour changer le bilan, mais la vérité est qu'il y a mort d'homme sur le terrain. Voilà, honorable, de temps en temps, vous aviez réclamé que le chef de l'État puisse aller installer l'état-major au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo. Le président de la République l'a fait. Je crois qu'il est resté dans la partie est pendant plus ou moins des semaines. Et l'état de siège est décrété. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi l'insécurité n'est pas éradiquée? Si nous cherchons à ce que les chefs de l'État passent par l'Est régulièrement, c'est parce que nous avons compris qu'il y a des informations qui sont manipulées et qui ne sont pas correctes. Je donne un petit exemple. Une grande partie des informations que nous sommes en train de retrouver à Kinshasa, des informations officielles, on dit que les groupes armés qui sont à l'Est sont entretenus par les fils du millier, donc les autochtones. Nous avons même appris que, bon, voilà, on ciblait les députés provinciaux comme nationaux qui entretenaient les groupes armés. Même à l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosso Dial a dit que les députés, vous les élus du peuple, vous êtes derrière ce mouvement qui écume la partie est de la RDC. Évidemment, nous avons compris donc qu'il y a des informations contraires qui quittent la base, qui quittent les sites là où il y a les opérations et qui viennent ici à Kinshasa et qui font en sorte qu'on ne trouve pas des informations correctes. Et c'est dans ce cadre que nous avons toujours sollicité que nos autorités, à commencer par les chefs de l'État, même les députés nationaux, même l'Assemblée nationale, même les institutions judiciaires, qui se déploient sur le terrain pour constater ce qui se passe réellement. Et vous avez vu quand le président s'est rendu sur le terrain, en Ituri comme au Nord Kivu, il a découvert qu'il y avait des informations qui n'étaient pas vraies. Comme par exemple, il y avait des problèmes avec l'effectif des militaires. C'est parce qu'il s'est rendu sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes en train de demander au ministère de la Justice comme aux instances judiciaires, pourquoi vous ne pouvez pas arrêter tous ces tireurs de ficelles, ces fils d'humilier les autochtones, soi-disant les responsables qui entretiennent les groupes armés. Pourquoi vous ne pouvez pas les arrêter? Il faut les arrêter. Si vous pensez qu'il y a des députés nationaux, il y a des députés provinciaux impliqués, qu'est-ce qui vous empêche de rendre ces rapports officiels ou d'interpeller ces concernés-là? Donc nous réclamons parce que nous savons la vérité, ce n'est pas nous qui entretenons ces groupes armés, mais les vrais problèmes, ça se trouve au niveau de la gestion de nos logistiques militaires. Mais, honorable, revenons un peu sur cette question-là. Qui entretiennent ces groupes armés-là? Parce que vous êtes vraiment l'élite de Bunia.
la question, ce n'est pas de savoir qui entretient les groupes armés. La question, c'est de savoir pourquoi le gouvernement, l'État congolais ne parvient pas à éradiquer les groupes armés. C'est plutôt ça pour moi la question. Oui, pourquoi? Alors, vous savez que dans chaque milieu, nous sommes dans un État, l'État congolais. Dans chaque État, quand vous n'avez pas de forces dissuasives, quand vous ne savez pas assurer une justice équitable, indépendante et puissante, quand vous ne savez pas arrêter tous les sémères de troubles, sachez que vous allez exposer les pays. Et c'est ce qui se passe à l'Est. Le président Félix, il est arrivé, il a trouvé une situation qui existait évidemment sur le terrain. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre pouvoir ne parvient pas à neutraliser les groupes armés. Donc, on ne peut pas avoir des petits groupes criminels qui peuvent s'imposer au-dessus d'un État. Ça ne peut pas. Parce que partout en RDC, on vous dit, voilà, il y a faiblesse de l'autorité de l'État. Ça se caractérise par le fait que nos forces de sécurité ne parviennent pas à travailler efficacement pour protéger notre territoire. Parce que si nos forces armées pouvaient se saisir de toute personne qui cherche à mettre des désordres, on l'achemine vers la justice. Je ne pense pas qu'il y aurait un groupe de gens. Donc le problème, c'est plus comprendre pourquoi le gouvernement, pourquoi l'État congolais ne parvient pas. Et là, concernant l'état de siège, nous avons découvert qu'il y avait des problèmes plutôt internes au sein de l'organisation du gouvernement. Et je dirais même au sein de l'armée ou au sein de nos forces armées. Et là, quand j'ai effectué avec le ministre de la Défense, avec des collègues députés, une mission à l'Est, à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, vers Tanganyika, le Haut-Katanga, parce que nous sommes allés même jusqu'à la frontière avec la Zambie, là où il y avait l'incursion des troupes zambiennes au Congo. Nous sommes allés vers le front. Nous avons évalué les différentes conditions dans lesquelles les militaires travaillent. Et notre conclusion était simple. Les militaires congolais sont déterminés. Nous avons des hommes de troupes qui sont engagés, qui veulent mettre fin aux hostilités, malgré les petits moyens qu'ils ont. Et ils combattent, ils donnent tout le meilleur d'eux-mêmes. Malheureusement, nous avons des infiltrés au sein de l'armée ou de personnes mal intentionnées qui salissent l'image de notre armée et qui viennent plus pour l'affairisme ou pour des intérêts privés. Vous ne pensez pas du fait que lors de sa visite dans la partie Est, l'inspecteur général de l'armée, pour ne pas le citer, le général Gabriel Amisi Tangofort, a détecté un groupe de hauts officiers qui sont dans la corruption, dans le détournement des fonds. Et ils ont été même interpellés par la justice. Vous ne pensez pas que c'est déjà un bon signe? Nous avons salué cette action-là. Mais attention, c'est facile d'interpeller les gens, mais il y a aussi des innocents. Il y a des innocents. Donc nous, à ce stade-là, nous ne pouvons que demander à l'inspection générale des forces armées de pouvoir déférer le plus tôt possible ces officiers suspectés devant les juridictions compétentes. Donc ça permet à ce qu'on établisse leur culpabilité, qu'on sache s'ils ont raison ou tort. Parce qu'il y a des informations que nous apprenons autrement sur le terrain et qui peuvent remettre aussi en cause ces arrestations. Mais il faut aussi dire que sur le terrain, ce sont des opérations qui dépendent de Kinshasa. Vous avez appris avec nous qu'on aurait trouvé, mais on a découvert 13 millions de dollars qui étaient ici à Kinshasa, qui étaient dédiés aux opérations militaires. 13 millions. 13 millions de dollars qui sont restés ici. Qui gardait cet argent-là à Kinshasa? Non, on a trouvé ça dans les installations de l'état-major. En fait, il y a eu de l'argent qu'on a retrouvé. Et alors, du coup, on ne peut pas comprendre qu'on trouve en espèces 13 millions de dollars. Et pourtant, nous avons des banques qui sont censées gérer l'argent liquide. Notre réglementation en finance n'accepte pas, n'autorise pas à ce qu'on puisse garder plus de 10 000 dollars en cash, en espèces comme ça, dans une maison. Alors,
même si on peut donner des explications pour justifier ces 13 millions qu'on a retrouvés, déjà il y a un problème, il y a déjà une faute, parce qu'on ne peut pas avoir un cash de 13 millions de dollars. Même s'il faut justifier qu'on va aller acheter des véhicules, des avions avec cet argent, mais déjà le fait d'avoir l'argent en liquide, c'est un danger, c'est déjà une suspicion. On devrait normalement arrêter certains généraux. Honorable, s'il vous plaît, vous êtes l'élu de Bunia. Vous êtes de temps en temps en contact avec la population et à des fois vous effectuez des missions, des vacances parlementaires sur place. Est-ce que les militaires qui sont déployés pour l'état de siège, ils sont-ils bien entretenus? Ça, c'est aussi un autre problème. Vous, ce que vous avez constaté. Bon, pour le cas de l'état de siège, je pense que je suis mal placé pour répondre à cette question, oui. D'autant plus que je n'ai pas encore été au front pour voir ce qui se passe réellement. Mais nous avons des informations qui montrent qu'il y avait des problèmes au sein du fonctionnement de l'armée. Et à Beni, par exemple, à un moment donné, on a totalisé 31 jours et il n'y avait pas de ration militaire. Et ça, c'était un danger. Et quand vous fouillez, vous allez trouver que c'est la faute de quelques personnes qui veulent assez que les opérations ne marchent pas. Et c'est là où nous demandons chaque fois au président de la République et au commandant suprême de pouvoir extirper ceux-là qui veulent salir l'image de l'armée et qu'on puisse les mettre hors d'état de nuire, qu'on les mette à prison. Parce que nous devons maintenir une armée qui est forte, tout simplement. Mais c'est vrai que quand nous avons visité l'Est de la République, en passant par Minembwe, partout dans les hauts plateaux de Fizi, vers Sud Kivu, nous avons trouvé des militaires qui sont engagés, qui veulent se battre, qui veulent défendre leur pays, mais des militaires qui n'ont pas assez de moyens. Quand vous voyez par exemple Minembwe, c'est un site enclavé, un village enclavé. Bon, ils appellent ça commune, je ne sais pas s'il faut appeler ça commune, mais c'est un centre vraiment enclavé où il n'y a pas de route. On n'atteint pas Minembwe par route, on atteint Minembwe par avion. Et ce sont des petits porteurs. Et malheureusement, il n'y a même pas de pistes d'atterrissage. Ce sont des pâturages, d'élevage, où l'avion peut atterrir avec tous les risques possibles. D'ailleurs, nous, on a failli faire même les crashs au décollage. Donc, c'est pour dire que quand vous devez entretenir des militaires où il n'y a pas de route, alors, comment vous allez acheminer les armes, par exemple? Comment vous allez acheminer les rations alimentaires? Comment vous allez acheminer tous ces troupes qui peuvent relayer ces militaires qui sont au front? Donc, il faut qu'on voit le fonctionnement de l'armée d'une façon globale, parce que ça devrait s'accompagner des génies militaires, de tous ces gens qui peuvent aider l'armée à pouvoir faire un bon travail d'une partie des gens qui pouvaient faire l'assistance humanitaire. Le chèque de l'état de siège est dû à l'infiltration au sein de nos forces armées. Non, en fait, ce n'est pas un échec. L'état de siège n'a pas échoué. Il faut qu'on soit réaliste. Lorsque vous présentez un bilan négatif. C'est un bilan négatif, un bilan mitigé, mais qui peut être réencadré. Parce que nous sommes encore sous état de siège. Et notre souhait est qu'on fasse état, de bons états de siège qui peut donner des résultats positifs. Et c'est en accompagnant objectivement, d'une façon réaliste, l'état de siège, qu'on peut arriver à un résultat définitif qui permettra à ce qu'on puisse lever. Parce que vous savez, l'état de siège, c'est une situation extrême pour combattre l'ennemi. On ne sait pas quelle est une autre stratégie à laquelle il faut recourir en dehors de l'état de siège. Peut-être qu'il faut passer maintenant par... Il faut penser... Nous allons revenir. Honorable, je voulais vous poser cette question parce qu'il y a un téléspectateur qui nous a écrit, m'a demandé, non, quand vous allez recevoir sur votre plateau l'élit de la province de l'Ituri, précisément de la ville de Bunia, il faut nous poser cette question. Pourquoi seulement les élits de la partie Est qui s'opposent à la prolongation de l'état de siège? Nous l'avions vu à l'Assemblée nationale, au moment où vous aviez dit que c'est l'unique voie de sortie pour la paix dans cette partie. Pourquoi vous vous opposez à l'état de siège? Ça veut dire qu'on ne s'est pas opposé à la prolongation de l'état de siège, mais nous avons exigé que nous puissions d'abord évaluer ce qui est fait. Il faut faire l'état des lieux de ce qui est fait sur le terrain, et ça permettra maintenant qu'on puisse recadrer. Et ça peut faire en sorte qu'on puisse étudier. Vous avez obtenu le soutien de tous les élites nationaux presque. Ce n'est qu'une démarche normale.
Parce que nous, on a demandé aux élus, quand vous votez pour la prorogation de l'état de siège, c'est votre pouvoir de pouvoir voter. Mais n'oubliez pas que le pouvoir que vous utilisez pour voter, ça peut soit sauver la population de l'Est, soit ça peut les tuer. Donc, il faudra que nous puissions comprendre tous, nous les députés, l'état des lieux de l'avancement de l'état de siège pour que nous puissions recadrer et ne pas proroger dans la veuglette, donc une situation que nous ne maîtrisons pas. Et c'est la raison qui a fait que nous avons vraiment demandé à ce que nous puissions évaluer d'abord l'état actuel de l'état de siège et c'est par après que nous pourrons soumettre ces conclusions à l'Assemblée plénière qui va décider maintenant s'il faut continuer à proroger l'état de siège ou passer par une autre stratégie. Donc c'est un travail qui doit se faire en groupe, ce n'est pas un travail des élites des deux provinces, de Nord Kivu et de l'Ituri, non. C'est la République. Nord Kivu et l'Ituri font partie de la République démocratique du Congo. Voilà. Et lorsque vous aviez évalué l'état des sièges, vous avez fait appel notamment aux deux gouverneurs militaires. Qu'est-ce qu'eux vous ont dit? Est-ce que nous devions continuer ou bien il faut trouver notre stratégie? Bon, je ne prends pas seulement la demande ou les observations du gouverneur militaire. Quand nous les avons auditionnés, le gouvernement en général, que ce soit les ministères de Défense, les ministères de Justice, les ministères de l'Intérieur et ces deux gouverneurs militaires, tous voudraient qu'on leur donne encore la chance de continuer avec l'état de siège. Et ils ont demandé que l'Assemblée nationale puisse les appuyer même en budget supplémentaire. Mais bien sûr, on ne peut pas augmenter de budget sans pouvoir contrôler, comprendre qu'est-ce qui est fait avec l'argent qui est disponible déjà. Et donc, on s'est retrouvé face à un gouvernement qui est attentif, qui écoute les élites du peuple et qui accepte de faire des recadrages des opérations sur terrain pour qu'on arrête avec les massacres. Parce que notre finalité est qu'il y ait la paix à l'Est. Ce n'est pas autre chose. Voilà. Finalité, il faut qu'il y ait la paix à l'Est. Très chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous avions reçu pour ces magazines Expression Libre l'honorable Gratien de Saint-Nicolas Ilacham. Il est élu de la province de l'Ituri. Pour lui, il estime que l'état de siège, c'est une bonne chose, mais il faudrait revisiter les méthodes, notamment les modalités de gestion des fonds confiés aux militaires. Oui, mais j'ajoute que l'état de siège, c'est une stratégie que les chefs de l'État, notre président Félix Tshisekedi, nous a amené comme solution, comme une solution probable pour la sortie des crises. Mais nous lui faisons confiance parce que c'est les chefs de l'État et nous voulons que ça réussisse pour que notre pays soit sauvé. Mais on pouvait aussi travailler avec des opérations militaires normales. Vous avez vu avec les M23, c'était des zones opérationnelles où on a concentré les troupes et on a réussi à mettre hors d'état de nuire les M23. Vous avez vu au Kassai avec les Kamina Sapou, c'était des zones opérationnelles où on a concentré des troupes et on a réussi à maîtriser la situation. Vous avez vu à Maïndombe, vers Yumbi, où il y avait beaucoup de tueries, c'est avec des militaires qu'on a pu mettre fin, et notamment à l'Équateur, avec les Egnelés, toujours avec des zones militaires, des opérations concentrées. Donc ce n'est pas impossible que nos militaires fassent les opérations de routine pour continuer à combattre les groupes armés ou tous ces mers de troubles. Ces groupes armés qui sèment des troubles là-bas à l'Est, qu'est-ce qu'ils cherchent? Quelles sont leurs revendications? Bon, c'est difficile, ils n'ont jamais donné de revendications, mais on voit des groupes qui commencent à avoir des tendances extrémistes ou des tendances islamistes plutôt, mais il n'y a pas de revendications officielles. Bon, c'est vrai qu'en Ituri, il y a des revendications communautaires, donc il faut aussi envisager des solutions politiques face à des revendications communautaires, mais ce qui est vrai maintenant, on voit plus de groupes qui se transforment à des groupes de criminels pour des intérêts économiques tout simplement. Donc ce sont des pillages, à la recherche des minerais. Il y a des barrières, on pille des bêtes. Quand vous voyez au site Kivu, ce sont des milliers de bêtes qui sont emportées. Au nord Kivu, on voit des cacao qui sont exploités avec des minerais de coltan. En Ituri, c'est l'or, c'est ceci, c'est là. Et donc ça devient vraiment un réseau de criminels pour pouvoir chercher à vivre et avoir tout simplement l'argent par la force des armes. Honorable, nous allons terminer parce que nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Est-ce que par rapport aux relations que la République démocratique du Congo entretient avec les pays voisins, nous avions l'impression que la RDC
est en train de mener les opérations de l'état de siège seul. Vous ne pensez pas que le fait qu'on n'a pas associé nos voisins, notamment l'Ouganda, les Burundais et les Rwandais, dans cette opération, raison pour laquelle vous aviez tendance même à dire que le bilan est apparemment négatif? Bon, moi, franchement, je peux me réserver, je dois me réserver de répondre à cette question parce que ce sont des stratégies militaires. Nous avons des hommes capables qui sont dans ces pays, et notamment je fais confiance à nos officiers militaires qui sont intègres, qui peuvent nous proposer des solutions militaires, des approches que nous pouvons aborder et que nous pouvons appliquer sur le terrain. Nous avons une diplomatie qui est forte, qui peut aussi réfléchir sur des voies politiques de sortie des crises, des voies diplomatiques, des voies pacifiques pour des sorties des crises. Donc ce ne sont pas des hommes qui manquent dans ces pays, nous avons des hommes qui sont capables. Donc c'est à eux plutôt de nous planifier des stratégies, mais nous voulons seulement que tous les Congolais comprennent que c'est notre pays et que nous avons besoin vraiment qu'il y ait un engagement concret, réel et total pour que nous puissions sortir de ces conflits. Donc l'armée connaît les problèmes, l'armée peut nous donner des solutions. Si l'armée juge, sans passer par l'Ouganda, les Burundais, les non, si l'armée juge qu'il faut un appui du Rwanda, qu'il faut un appui de l'Ouganda, si l'armée juge qu'il faut un appui de l'Angola, si l'armée juge qu'il faut l'appui de la MONUSCO, si les politiques, notre diplomatie réfléchit et pense qu'il faut associer les réseaux des pays où nous sommes membres, comme SADC, comme l'Union africaine, on peut toujours les appliquer. On annonce même l'arrivée des forces américaines. Donc nous sommes justement dans cette idéologie où nous avons des hommes capables. Donc si nous réfléchissons ensemble, l'Assemblée nationale qui a des sous-commissions maintenant, qui va réfléchir sur ces thématiques-là, sur ces dossiers, donc on peut avoir des recommandations qui vont nous faire sortir de la crise. Donc c'est le travail de tout le monde et nous avons vraiment des ressources appropriées aux humaines pour que nous puissions avoir des résultats. Donc il faut de la volonté pour sortir de cette crise-là. Et des moyens, bien sûr, qui ne manquent pas, mais il faut aussi bien utiliser ces moyens. Bien utiliser ces moyens. Honorable, nous terminons. Vous avez un message particulier à lancer à vos électeurs, à vos téléspectateurs qui vous suivent à partir de Bunia, votre circonscription électorale, et tous les territoires de la province de l'Ituri par rapport au soutien qu'ils doivent apporter aux forces armées de la République démocratique du Congo en cette période de l'état de siège. Nous avons toujours à soutenir nos forces armées et même moi, là, je demande à tous mes électeurs, tout comme les habitants de Nord Kivu et de l'Ituri et tous les Congolais, parce que notre armée s'est constituée de toutes les 26 provinces, des fils de toutes les 26 provinces, de soutenir notre armée. Nous voulons sortir de la crise, nous voulons des gens qui sont forts, qui ont la volonté. Mais plutôt aux autorités, j'aimerais plutôt que nous puissions travailler pour aider les chefs de l'État à résoudre la situation que nous sommes en train de traverser dans les pays. À l'Est, bien sûr, c'est la guerre, mais à l'Ouest, comme au centre ou au Sud, c'est la famine, c'est le niveau social qui est vraiment dégradé. Et surtout qu'il ne faudra pas que les militaires se lancent dans des activités économiques aussi. Exactement. Donc il faudra que nous puissions aider les chefs de l'État à sortir notre pays de la misère. Nous devons sortir le pays de la misère en faisant du bon travail tout simplement. Ce n'est pas par des chansons de flatterie où il y a des gens qui voudraient paraître des bons devant les chefs de l'État, des gens qui veulent flatter les chefs de l'État. Ça, il faut exclure. Mais aidons les chefs de l'État à faire un bon travail. Respectons les institutions, l'Assemblée nationale, les institutions judiciaires, la présidence, pour faire un bon travail. Et c'est à cela que nous pouvons sortir les pays de la misère. Et nous allons tous gagner. Les Congolais vont gagner, nous les députés nous allons gagner, le président de la République va gagner et il n'aura même pas besoin de faire une campagne électorale pour être réélu s'il fait du bon travail. Donc il ne faut pas qu'on développe cette attitude de cache-cache, de flatterie, de travail qui est mal fait. Mais faisons bien les choses et tous nous allons gagner. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de Nyota Télévision. Vous avez été nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces magazines. Avec l'honorable Gratien de Saint-Nicolas Iratian, nous avions plutôt échangé sur l'évolution de l'état de siège en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province de l'Ituri et dans la province du Nord Kivu. Selon lui, l'état de siège présente pour aujourd'hui un bilan négatif, mais c'est l'unique moyen qui peut permettre à la République démocratique du Congo d'avancer. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
Très chers téléspectateurs de Nyota Télévision, nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro.